Sans plus tarder, accueillons notre première intervenante ce soir. Il s'agit de la porte-parole du mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, Madame Julie Grenier. Bonsoir. Bonsoir. Madame Grenier. Merci bien. Alors, écoutez, peut-être une petite mise en contexte sur qui est le mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal que je représente ce soir. Donc, le mouvement existe depuis 2013. Essentiellement, il vise la collaboration avec l'ensemble des acteurs pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance, pour la prévenir et y mettre fin, car oui, on a cette prétention, ou du moins ce souhait. Le mouvement existe à travers un plaidoyer, une offre de formation, de la recherche, des projets spéciaux et le concours de plus de 50 membres sans but lucratif d'affaires et institutionnels. Et le mémoire que je vous présente ce soir, il a été réalisé en collaboration évidemment avec nos membres OSBL, mais également dans le cadre d'un atelier Caucus Québec qu'on a animé l'automne dernier dans le cadre du congrès annuel de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance qui se tenait à Ottawa et avec lequel on a partagé avec les représentants de plusieurs régions du Québec sur le sujet, une table ronde, là, sur un panel plutôt sur le sujet de la cohabitation, pour aller aussi au-delà des constats qu'on fait sur le terrain à Montréal et s'inspirer là, des bonnes pratiques ou du moins des ce qu'on pouvait relever des expériences de tout un chacun. Donc, je tenais à mettre en contexte qu'on a pris la peine là, de faire cet exercice. Un petit coup d'œil sur nos membres. Ce sont des joueurs que vous connaissez, dont vous entendez parler, parce que ce sont des joueurs importants dans la lutte à l'itinérance à Montréal. Il y en a quelques-uns. Il y a les collègues du Cap Saint-Barnabé qui sont derrière moi. Je crois qu'il y a nos collègues de Mission O'Brewery qui sont passés aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion aussi notamment de voir ceux du Pas de la rue. Parmi les autres membres, l'Accueil Bonneau, vous avez vu hier aussi, donc plusieurs personnes que je ne nommerai pas tous, mais je voulais vous dresser ce portrait. Et essentiellement, le mouvement est aussi basé sur une vision partagée, donc de réduire l'itinérance, de soutenir ceux qui sont à risque de le devenir, d'assurer l'accès au logement, l'accompagnement et la réaffiliation. Tout tourne principalement autour de ça. Et évidemment, être capable de mettre l'accent sur des actions concertées et intégrées, favoriser la saine cohabitation, la raison de notre présence ici ce soir, et assurer des mesures durables à la hauteur des besoins. On aime chiffrer les choses. On est les instigateurs du premier dénombrement à Montréal en 2015 et on génère un tableau de bord. Et à titre indicatif, en 2022-23, il y a 14 de nos membres à eux seuls ont logé 1183 personnes. Il y a 425 personnes également depuis 2021 qui ont été accompagnées grâce à des initiatives d'entrée rapide en logement. Et on a une quinzaine de projets de logement de transition et divers là, qui sont initiés par nos membres que vous avez vus tout à l'heure. C'était pour vous dresser un peu qui vous parle et au nom de qui je vous parle. Je vais être très pragmatique au niveau de la cohabitation. Nos réflexions nous ont mené à 5 grandes recommandations, très simples, très simplistes même. Planifier en amont. Donc, choisir en concertation avec les autorités locales. J'entends par autorité locale le CIUS, l'établissement de santé sur le territoire, l'arrondissement concerné, un endroit approprié pour répondre à un besoin spécifique. Donc, ce n'est pas un geste aléatoire. On a des besoins auxquels répondre. On choisit un lieu, non pas parce qu'il est strictement disponible, mais parce que pour répondre aux besoins spécifiques auxquels on a à répondre, il est pertinent de le mettre là. Et on ne le fait pas seul. Ce n'est pas un organisme de le porter seul. C'est en concertation avec ceux qui sont là aussi pour soutenir la localité. Partager l'information avec les parties prenantes. Donc, une fois que cela est fait, identifier toujours en concertation avec les autorités locales les parties prenantes locales et les informer sans tarder de la nature du projet. Il ne faut pas laisser aller la spéculation. Il faut être conséquent, il faut assumer, en concertation avec ceux qui sont responsables avec nous, qu'il y a un projet qui s'en vient et être capable de le définir et de donner les mots justes. Communiquer, toujours avec... Je suis fatigante avec mes autorités locales, mais c'est le nerf de la guerre. Donc, un plan de communication utilisant des moyens variés et accessibles qui permettent de maintenir tout au long une communication. Parce qu'un projet, ça évolue. Il y a des choses qui se disent dans les journaux, il y a des choses qui se disent à l'Assemblée nationale, il y a des choses qui se disent au conseil municipal. Il faut qu'on soit capable de nourrir la bête, de la nourrir justement, de donner les outils aux politiciens qui vont avoir le micro sous le nez, mais être soutenu aussi en même temps par les administrations autour. Gérer les plaintes
et rétroagir. C'est normal et c'est légitime que des citoyens s'inquiètent de voir arriver des ressources spécifiques dans leur quartier, de la cohabitation. Tout ça est normal. Mais il faut identifier d'entrée de jeu un moyen par lequel les personnes pourront exprimer ces plaintes-là et sauront qu'ils auront une rétroaction. Finalement, assurer un suivi à long terme. Alors, on pense qu'il faut maintenir un dialogue avec la communauté locale au-delà de la période d'implantation. Autrement dit, et j'ai entendu des gens, notamment hier des citoyens pas hier, mais dans les auditions du 17, les gens du quartier chinois qui faisaient la différence entre l'arrivée à Guy Favreau de la ressource un peu à la va-vite, on va le dire comme ça, et la relation qu'ils avaient avec la rue des Femmes qui, depuis 2001, faisait vraiment partie du voisinage. Je pense que cet exemple-là est éloquent. Et les commentaires que je vous fais, ils valent autant pour les ressources existantes que les nouvelles ressources. Mais je n'insisterai jamais assez, ça a l'air très pragmatique, mais c'est un B à bas que s'il est suivi, et on a eu un exemple, j'écoutais tantôt des gens qui parlaient de Mission Bon Accueil et du 222 Ontario-Est. Ces gens-là avaient des a priori. On a fait une stratégie de communication où on les a informés, où on a informé nos politiciens dès l'achat de la bâtisse. On a mis un code QR sur la porte. N'importe qui passe, il peut scanner puis avoir accès à exactement ce qui s'en vient là, ce que ce sera, ce que ça ne sera pas. Ça apaise bien les tensions. Ça n'enlève pas toutes les craintes qui, je le répète, sont légitimes. La liberté des uns commence ou termine celle des autres, mais on peut avoir les moyens, avec un effort concerté, d'être conséquent. J'ai envie de vous dire qu'au-delà de ces 5 recommandations bien pragmatiques, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On se parle de cohabitation parce qu'on est devenu dans une situation d'un phénomène social sur lequel on est littéralement en train de perdre le contrôle. Et je ne dis pas ça pour être alarmiste, mais je pense que ce qu'on voit dans les rues est conséquent. On a une gouvernance intersectorielle, donc des acteurs qui sont au front, mais de façon discoordonnée actuellement. On a perdu le contrôle de notre concertation et on croit que les autorités à tous les niveaux doivent se responsabiliser, travailler ensemble pour générer des résultats qui sont conséquents et durables en matière de logement et de soins de santé. Un ne peut pas exclure l'autre et c'est à ça qu'il faut s'adresser. La crise actuelle, on pense qu'elle ne pourra pas se résorber simplement en parlant de cohabitation, bien qu'il soit important de le faire. Ça nous prend, à ce stade-ci, probablement une instance légitime et imputable de résultats. Alors, je vais loin dans ce que je vais vous dire, mais je le fais sciemment. Je pense qu'on est rendu à un niveau où il nous faut quelque chose de transpartisan, où on a un plan chiffré et les coups des franges pour agir de façon durable, pérenne, tant en prévention qu'en intervention. Parce que là, je vous ai montré des chiffres, on sort des gens de la rue, mais on n'en sort pas assez par rapport à l'affluence qu'on a. Donc, il faut être capable de fermer le robinet. Et il faut aussi être capable je vous parlais tantôt de projets de logement de transition de nos membres, etc., mais il y a une continuité. Il faut après ça être capable de les amener en logement. On peut ouvrir tant et autant de ressources haute chaleur qu'on veut, mais on va en ouvrir à tous les ans si on n'est pas capable d'avoir une sortie pour ces gens-là. Alors, il ne faut pas refouler vers la sortie, il ne faut pas refouler dans le métro, il faut pousser par en haut. Finalement, juste peut-être pour faire la boucle sur la cohabitation, on est vraiment une croisée des chemins. Il y a une très grande tolérance qui est exigée de tout le monde en ce moment. On sent que l'élastique est étiré au maximum. Les gens veulent aider, mais en même temps, la crise, elle touche tout le monde. Elle touche le voisin, elle touche le citoyen, elle touche l'organisme, elle touche la personne elle-même avant tout. Puis, s'il y a un message qu'on peut passer, je pense qu'il faut demeurer quand même volontaire à nous mobiliser, à nous entraider, même quand nos libertés individuelles là, sont un petit peu mises à mal. Ça peut toucher chacun d'entre nous. Puis, selon cette réalité-là, mais si de nouvelles ressources ouvrent, il faut partir de la prémisse que c'est parce qu'il y a un besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en revenir aux 5 recommandations que je vous faisais, mais ça part de réponse à un besoin. Il n'y a personne qui fait ça pour faire du mal, d'ouvrir une ressource. Donc, je pense qu'il faut arrêter de faire une dualité entre le « eux » et le « nous » et être résolument dans une perspective de « nous ». Eh bien, c'était très clair, comme l'est votre mémoire. Vous dites les recommandations sont très, très pragmatiques, mais quand même, vous avez des constats assez sévères sur la gouvernance actuelle.
avant d'en venir à la gouvernance, vous avez un constat très sévère sur l'Office municipal d'habitation du Québec. De Montréal. Du Québec, excusez-moi, de Montréal, oui, j'oubliais le petit M de la fin. Nous prions la Ville, avec l'appui du gouvernement du Québec, d'intervenir auprès de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour que les critères d'accès aux logements sociaux pour les personnes ayant un passé en itinérance soient assouplis. Et la chute de ce paragraphe qui dit il y a beaucoup de rigidité, de non-flexibilité dans la manière dont les choses sont gérées à l'Office municipal, et nos membres auraient vu une cinquantaine d'opportunités de reloger des gens qui se sont perdus dans les dédales administratifs. Je me suis dit, demandons quelques mots de plus. Okay. Je vais tenter de ne pas tomber dans du jargon et des choses ultra complexes, mais si je vous illustre, je vous parle de nos membres là, qui accompagnent des gens en logement. Essentiellement, ça prend des ingrédients pour la recette. Donc, il y a une part de budget qui va venir pour l'accompagnement de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il va y avoir une part qui va venir aussi pour le programme de supplément au loyer de l'habitation. Et après ça, bien, il va y avoir l'organisme qui va faire des démarches pour trouver avec des propriétaires privés, notamment, à titre d'exemple, ou d'autres, des logements pour ces personnes. Faire l'adéquation entre la réception d'une subvention pour le faire, la réception d'une subvention pour accompagner la personne, trouver le logement, et là, aux misères, le faire, j'oublie toujours le mot, là, mais c'est pas accrédité, mais ça revient à ça, là, sanctionné, ou en tout cas par l'Office municipal d'habitation pour que tout ça puisse avoir lieu. S'en suivent beaucoup trop souvent des délais et des dédales administratifs qui font en sorte qu'on arrive au bout des échéanciers possibles pour rencontrer une subvention et finalement l'argent doit être retourné. Et où des logements vont être perdus, donc on va avoir, même dans le cadre d'une crise du logement, trouver des appartements pour loger des personnes, mais on va voir ça filant tes doigts pour des dédales administratifs. Alors, ça m'apparaît inconcevable. Quand on dit on a les solutions, on les connaît, puis qu'il faut se donner les moyens, par exemple, de faire du volume, là, tu sais, la recette, c'est version Costco qu'on a besoin maintenant, là. Mais qu'on perd du temps comme ça, avec déjà le peu d'ingrédients qu'on a, ça n'a pas de bon sens. Donc, ce constat sévère est là. Il y a des gens qui ont commencé là, à faire des interventions, mais il y a quelque chose qui nous file entre les doigts à ce niveau-là. Puis, je pense que c'est pas comme ça dans toutes les régions. Je ne suis pas une experte non plus, donc je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais c'est un frein qui est noté par nos membres là, de façon récurrente à Montréal et qui, moi, personnellement, me jette à terre. D'accord, Judy, peut-être? Oui, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, j'ai une question au sujet de Housing First, l'approche logement d'abord. L'intention de la ville d'implanter plus de ressources dans le quartier de la ville, spécifiquement, comme vous savez, 4 types de ressources. Les services d'hébergement d'urgence et transition, les halles de chaleur, les centres de jour et les installations modulaires. Est-ce que cette approche de la ville s'apparente avec l'approche Housing First? Comment je vous dirais ça? Cette approche-là, c'est un peu dilué avec le temps, c'est-à-dire que c'était une approche qui était très stricte au point de départ. Donc, c'était un toit, puis après ça, on voit ce qu'on fait. On est tous dans une logique, je dirais, aujourd'hui, où on sait que c'est un logement, c'est un toit au-dessus de la tête qui peut faire en sorte qu'une personne va se réhabiliter. Quand on parle d'une ressource d'urgence, c'est une porte d'entrée. Il faut le voir comme une salle d'urgence d'un hôpital, puis il faut voir les logements de transition et ultimement les appartements permanents, etc., comme monter un patient sur les étages ou l'amener en centre de réhabilitation, etc. Donc, la pensée logement, elle est ultra présente chez nos membres.
elle est ultra présente, elle est de plus en plus présente dans l'imaginaire de nos politiciens, je dirais municipaux et provinciaux et fédéraux. Par ailleurs, les outils et les moyens pour y arriver ne sont pas nécessairement là. Et on a tous le réflexe de dire en ce moment, ah, il manque de ressources, il manque de ressources. Et quand on dit il manque de ressources, c'est toujours le réflexe de dire, bon, on va ouvrir une autre halte chaleur. Alors, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il en faut, mais tant et aussi longtemps que c'est juste là qu'on fait des actions, puis il y a les gens de la STM qui vous en ont parlé également, bien, on nourrit cette bête-là, puis on grossit. Donc, si on veut vraiment être dans cette approche-là, c'est là où je vous dis, il faut à la fois prévenir et guérir. Alors, il faut être capable d'investir tout le long du continuum et sur l'accompagnement qu'on a aussi. Oui, des merci gens beaucoup pour cette explication. J'ai une autre question plus concrète. Votre recommandation numéro 4, établir des mécanismes de plainte et de rétroaction. Quelle instance recevrait les plaintes et répondrait aux plaintes? Est-ce que ça serait l'organisme qui porte le projet, l'arrondissement, le CIUS? Écoutez, quand je disais en concertation avec les autorités locales à répétition, c'est que je pense que, bon, les CIUS ont une responsabilité populationnelle. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais ils sont responsables de l'état de santé, du maintien et de l'état de santé des gens sur leur territoire. Donc, ils ont un rôle à jouer d'accompagnement. Qu'une ressource communautaire spécialisée prenne le relais pour s'occuper des personnes comme telles, c'est tout à fait correct. Mais elle doit nécessairement le faire en alliance au niveau de l'accompagnement santé avec l'établissement de santé. Et l'arrondissement est quand même l'hôte de la ressource. La ressource est un citoyen de l'arrondissement. Donc, je trouve qu'ils doivent être conjointement responsables d'encadrer la ressource et de lui donner les moyens d'exister et de la soutenir. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il doit exister un moyen formel ou, puis quel qu'il soit d'une certaine façon, mais qui est identifié dans les communications où un citoyen inquiet d'une ressource X, il sait qu'il peut déposer quelque chose là, il sait qu'il y a un canal où il y aura une réponse et l'organisme peut compter sur son établissement de santé local et sur son arrondissement pour le seconder. On parle d'une seule voix. Donc, j'ai le goût de vous dire, je me fous un peu où est le mécanisme tant que la solidarité est là entre les trois joueurs. Oui, si on parle de cohabitation très précisément, vous soutenez que la cohabitation ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des organismes communautaires, qu'ils doivent être soutenus pour cette opération, notamment financièrement. Certains organismes communautaires nous disent que leur mission se limite presque exclusivement à offrir des services aux personnes en situation d'itinérance et non de sécuriser les voisins. Comment vous vous situez à ce sujet? Puis peut-être après, là, qui doit assumer le leadership de cette cohabitation-là éventuellement? Écoutez, je pense encore une fois, je reviens à la même concertation locale qui est un peu indissociable et on a expérimenté là, récemment une façon d'attribuer les projets justement où on implique en amont, là, c'est tout récent, là, lors des financements, à la fois le CIUS et l'arrondissement. Bien évidemment qu'un organisme est quand même responsable que les choses se passent bien dans sa ressource et se passent bien autour. Pour moi, ça paraît logique. Mais encore une fois, il ne peut agir seul. Il est là pour répondre à un besoin sur le territoire, des citoyens de son territoire. En principe, si on a érigé la ressource au bon endroit où on en avait besoin, et il doit donc pouvoir compter sur l'appui. Alors, si l'arrondissement a des services X, Y, Z, bien, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail d'équipe qui se fasse. Ça peut pas, là, en ce moment, trop souvent, on pointe l'organisme du doigt comme s'il était responsable d'avoir amené des gens ou de s'occuper de ces gens-là. C'est un non-sens. On est conjointement responsable. Et c'est là où j'en reviens qu'il doit y avoir une concertation locale assumée, que oui, l'organisme est sur un territoire, mais que son établissement de santé et l'arrondissement lui donnent les moyens. Et évidemment, il faudra à terme que les financements des organismes, ou du moins les financements des projets, tiennent compte de cette réalité-là, parce que souvent, c'est là que c'est financé par projet, c'est un début, une fin, donc les gens vont vous dire, ben oui, mais on n'a pas les moyens là, de mettre une patrouille autour de ci, de ça. Alors,
si on est capable de pérenniser la façon de faire les choses, si on est capable de systématiser un peu les décisions qui se prennent, ça devrait couler de source normalement. Je veux une réponse en 3 mots. Oui. Vous parlez beaucoup de gouvernance locale. Il y a une gouvernance régionale actuellement. Oui. Est-ce qu'il faut l'enlever ou s'il Non. faut la renforcer parce que ce Il faut qu'elle la renforcer. elle fait ce que vous dites au niveau régional. C'est nécessaire d'en avoir une, mais il faut de l'imputabilité et de la responsabilité. En ce moment, tout le monde a des rôles, mais tout le monde arrête son rôle à une frontière X sans passer la balle à d'autres. On a perdu cette vision globale-là. Donc, c'est plus que 3 mots, mais c'est nécessaire localement, mais il faut absolument un chef d'orchestre et un chef d'orchestre imputable. Merci, Madame Grenier.